Et de retour du coup, voilà, pour cette deuxième partie de séance. Donc on venait de parler, au départ, Seth parlait du fait qu'on puisse se connecter à notre moi interne, à notre personnalité multidimensionnelle, comme il dit. Et moi, j'ai plutôt retraduit ça, à ma manière, aujourd'hui, sous le côté croyance. Qu'est-ce qui fait que on accepte ou pas de se connecter, finalement, à nos intuitions, donc à notre moi interne. Et donc là, Seth passe à un paragraphe suivant, qui va dans le même sens, hein, c'est vraiment la suite. Par conséquent, dit-il, plus vous permettez à l'intuition et à la connaissance du moi multidimensionnel de se répandre dans le moi conscient, mieux vous jouez votre rôle. Alors c'est pas fini, il y a un point virgule, on va peut-être juste quand même faire une petite pause tout de suite. Donc dans la suite de la séance, du début de séance, plus vous laissez doucement, petit à petit, de la place pour cette intuition, et il fait le lien, pour lui c'est la même chose, la connaissance du moi multidimensionnel. Plus vous écoutez, donc par vos sens internes, si vous vous rappelez, il y a quelques séances, il disait que c'était la manière dont le moi multidimensionnel nous envoyait des informations, qui nous contactaient par notre moi interne, à nous. Alors c'est là où, effectivement, des fois on utilise des mots, les mêmes mots pour dire des éléments différents, donc ça peut amener à confusion. Je vais des fois utiliser le mot de moi interne de manière malheureuse pour parler du moi multidimensionnel. Donc ça, il faut que j'évite vraiment à l'avenir. Ce que je comprendrais aujourd'hui de cette définition du moi interne, ce serait ce qui est relié à notre grand moi, donc au moi multidimensionnel, à l'entité. Pour ça, Seth aime bien définir des mots, même si des fois il va en utiliser d'autres, et c'est ça où des fois il y a un peu de confusion. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces livres ne sont pas forcément faciles en compréhension, en première lecture, parce que le même mot dans le livre va des fois être utilisé pour simplifier de manière différente. Ce ne sera pas exactement la même intention qu'il y a derrière, le même concept. Donc ça induit en erreur, forcément. Là, Seth nous dit que plus on est finalement à l'écoute de notre moi interne, plus on est dans cette recherche d'intuition, plus on a aussi une connaissance de notre moi multidimensionnel. Mais ça se comprend, enfin, là je suis en train un peu de me répéter. Hein. Mais il nous dit que il y a quelque chose qui évolue petit à petit. Plus on laisse cette intuition se répandre dans le moi conscient, donc plus on l'écoute. J'avais parlé en début de séance de certaines actions qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour justement être dans ce lâcher-prise, dans cette mise en place d'actions basée sur l'intention, hein, se faire confiance. Eh bien, plus on le fait, plus on se rend compte déjà que on a des bonnes surprises, il me semble. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai plutôt des bonnes surprises. À différents niveaux. Enfin, je m'exprime plutôt par l'art graphique. Je suis très peu musicien. C'est plutôt quelque chose de visuel qui m'attire, donc j'aime bien dessiner. Bon, là, ça fait quelques années que j'ai pas beaucoup produit de tableaux, mais la dernière fois quand je le faisais, j'avais plus de temps libre. Là, j'utilise plutôt des guidages de lecture quand j'ai du temps libre. Hein, voilà, une phase différente de ma vie. Et quand je le faisais, c'était de plus en plus des tableaux abstraits, intuitifs. Au début, j'étais vraiment dans... Je dessinais des objets, des paysages, à une époque un peu des portraits, bon, voilà, des choses réelles. Et petit à petit, je suis allé vers l'abstrait. Et j'ai créé pas mal de tableaux où, même en les revoyant moi-même plus tard, je ne reconnaissais pas que c'était moi qui les avais faits. Et je trouvais une
certaine émotion finalement qui venait du tableau. Enfin, j'étais quelque part agréablement surpris. Ah oui, c'est vrai, tiens, oui, j'ai fait ça. Il y a quand même, voilà, quelque chose qui vient. Donc c'est un peu c'est cette sensation-là. J'ai l'impression dont parle le 7. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le retraduis au niveau de l'émotion qui peut venir. C'est-à-dire de se dire, je fais quelque chose, un an après, je le revois, je me souviens plus, moi, l'avoir fait. Alors, ça peut être des textes si vous êtes plutôt poète, écrivain, ça peut être effectivement de la musique, de l'improvisation musicale, que vous enregistrez puis que vous réécoutez plus tard. Ça peut être du dessin, quelque chose de graphique. Voilà, peu importe votre art, une pièce de théâtre, un match d'improvisation, une danse intuitive, et quelque part quelqu'un l'a filmé, enregistré, et quand vous le revoyez après, c'est comme si vous regardiez quelqu'un d'autre, un spectacle de quelqu'un d'autre, une œuvre de quelqu'un d'autre. Et c'est, pour moi, ça fait partie vraiment des indices qui montrent que il y a beaucoup plus en nous que ce qu'on peut croire au départ. Nous sommes concrètement capables de créer des choses qui nous échappent, dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas, quand on prend un peu de recul. C'est quand même étonnant. Ça vient de moi, c'est mon cerveau. Si on regarde d'un point de vue biologique, physiologique, concrètement, ce sont bien mes gestes, mes muscles, mes bras qui ont fait, qui ont dessiné, qui ont dansé, qui font de la musique, peu importe. Donc c'est quelque chose que je connais, c'est conscient. Je l'ai fait. Si je l'ai fait, est-ce que c'était conscient ? Eh bien, quelque part, non. Et c'est bien d'ailleurs tout... alors Freud, je suis pas d'accord avec tout sur Freud, mais bon, peu importe, je vais pas rentrer dans le débat, mais c'est quand même aussi un des chocs de l'humanité. Depuis Freud, donc c'était début du XXe siècle, 1900, je crois 14 ou par là, 10 ou 14, les premiers grands principes qui disaient nous sommes dirigés dans nos vies par une grande part de quelque chose qui n'est pas conscient. Donc il me semble qu'à l'époque il appelait ça l'inconscient. Donc après, plus tard, on a plutôt parlé du subconscient, si j'ai bien compris, parce que c'est justement cette partie de l'inconscient qui émerge dans le conscient. Des petites bulles comme ça qui tout d'un coup guident nos vies finalement de manière précise. Mais en tout cas, donc il y a une partie dont on n'a pas conscience, et cette partie-là qui guide nos vies finalement peut être assez importante. Ça dépend quelle place on lui laisse aussi. En partie, je dis pas que c'est que ça, mais en partie ça peut être cette intuition, cette créativité dont parle Seth. Elle est en tout cas en partie inconsciente, si on parle de notre moi interne. Donc il y a quand même ce lien-là. Donc c'était une révolution quand même au début du XXe siècle. Nous sommes guidés en grande partie dans nos vies, ce qu'on fait. En fait, ça nous échappe, la compréhension nous échappe. Car c'est inconsciemment que se mettent en place ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, nos réactions, nos émotions. Pourquoi je suis touché par telle émotion ? Eh bien, en fait, je peux pas forcément intellectuellement le comprendre, il faut que je fasse une démarche, notamment, si c'est une psychothérapie par exemple, de laisser libre cours à ma parole jusqu'à ce que ça devienne inconscient, donc intuitif, créatif, le moi interne qui s'exprime, et que tout d'un coup je dis quelque chose, et que la personne en face va me faire l'effet miroir, de me le redire, et je vais m'entendre, ou moi-même je vais m'entendre en le disant, en me disant, c'est moi qui suis en train de dire ça, je n'en avais jamais pris conscience. Et ben c'est une autre manière de parler de ça, de ce message qui vient de notre moi, multidimensionnel. Et ça passe par le moi interne, ça passe par nos sens internes. C'est pour ça qu'il y a un lien, c'est pour ça que des fois je dis c'est notre moi interne. Mais notre moi interne, c'est pas le grand moi, c'est ce qui nous relie, notre moi interne, c'est comme ça que peut-être je peux mieux le définir.
Notre moi interne serait la partie de nous qui nous relie à notre moi multidimensionnel, à notre grand moi. Je pense, oui, là, ça me parle en tout cas aujourd'hui. Enfin, je vois pas de contresens, a priori, là-dedans. Donc, plus on le fait, mieux vous jouez votre rôle, nous dit Seth. Plus vous laissez cet inconscient diffuser dans le conscient, et plus finalement, étonnamment, vous êtes connecté à vous, et donc plus vous jouez votre rôle. Notre rôle, est-ce que vous croyez en la prédestinée ? Non, nous dira Seth, il y a un plan de base, mais vous faites ce que vous voulez en permanence. Mais puisque vous êtes venu pour expérimenter quelque chose, c'est une proposition qui vient de vous-même. Autant essayer de l'expérimenter dans cette vie-là, car si vous ne l'expérimentez pas, peut-être, ce n'est pas obligé, que dans une autre vie, vous direz, il faut revenir. Quelque part. Vous vouliez expérimenter ça, vous ne l'avez pas fait dans cette vie-là, donc vous allez sans doute recréer une autre vie pour réexpérimenter, de la même manière ou un petit peu différemment, l'émotion, l'événement, l'action, le développement psychologique, le caractère, peu importe ce que vous vouliez développer dans votre fonctionnement. Et je crois que c'est pour ça que Seth disait juste avant, vous permet de faire face de manière plus rapide aux problèmes et défis que vous avez mis en place dans notre vie. Donc déjà, c'est-à-dire qu'on passe plus rapidement les périodes difficiles de nos vies si on est connecté. Et c'est déjà pas mal comme effet. Je suis en train de souffrir, mais si je me connecte et que finalement je ne fais pas ce que je ferais en y réfléchissant intellectuellement, en réfléchissant au problème, je le fais parce que je pense que c'est bon, mais ça n'a aucun sens peut-être. En tout cas, si je le réfléchis, ce n'est pas la meilleure chose que je ferais. Je fais autre chose que ce qui me semble donc intellectuellement logique, mais ça m'aide à passer plus facilement l'étape. Donc déjà, c'est super. Ça me permet d'avoir une étape de souffrance plus courte. Mais, nous dit Seth dans ce paragraphe-là, en plus, vous jouez mieux votre rôle, et là je pense que c'est une vision beaucoup plus large, c'est-à-dire que ça va quand même vous aider, peut-être, si vous jouez mieux votre rôle, donc à ne pas recréer une nouvelle vie, donc à vous amener à combler quelque part. Là j'ai une image un petit peu, c'est comme si... il n'y a pas besoin de faire un schéma. Vous voyez les cases à cocher dans les questionnaires. Voilà, les to-do list, les choses à faire. J'ai l'impression, là c'est vraiment... ça me vient comme ça. C'est comme si notre moi multidimensionnel devait cocher une liste de développement à faire, développement de conscience. Donc, on laisse libre cours à notre créativité, et cette conscience que nous sommes doit grandir. En grandissant, c'est comme un enfant, pour passer de la maternelle à la primaire, et il doit avoir coché un certain nombre de capacités, on va dire. De passer de la primaire au collège aussi. Sauf que là, c'est pas un regard extérieur. Alors, il y a peut-être un regard extérieur d'un minimum de niveau de conscience à avoir, mais il y a son propre développement. Je veux avoir fait ça, avant d'aller expérimenter dans une autre réalité. Donc ça, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos règles. Donc c'est peut-être différent de l'exemple de l'école que je donne juste avant, qui peut être vu comme quelque chose d'une sorte de règle extérieure qui nous est imposée. Je crois pas que la vie, ça se passe comme ça, même s'il y a quand même des règles de base. Notamment tant qu'on n'a pas compris comment créer les événements, tant qu'on n'a pas compris que c'est notre conscience qui crée les événements de notre vie tous les jours dans la réalité physique, nous ne pouvons pas quitter cette réalité physique, parce c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas les outils de base. Donc il y a quand même quelque chose, et je ne sais plus si c'est Seth ou Datre,
Doré à un moment donné. Donc Doré, c'est une entité dont Seth fait partie. Je vais pas développer aujourd'hui, mais qui disait que là, on est en fait, on est dans le jardin d'enfants. On est vraiment au tout début du développement de notre conscience. Donc c'est pour ça que je venais à cette liste. Je suis désolé, j'ouvre un petit peu des parenthèses, là je referme. Notre conscience, donc notre moi multidimensionnel, notre entité, a envie de cocher certaines choses à faire, à expérimenter, à vivre dans cette vie-là. Ça peut être des vies particulières, je veux vivre pauvre, je veux vivre très riche, je veux être un homme, je veux être une femme, je veux avoir après, donc ça peut être des activités particulières ou des relations, je veux être enfant de telle entité et ce sera compliqué parce que pour telle raison, voilà, on veut vivre un drame familial, etc. Je veux vivre une vie d'un enfant qui meurt à 3 ans. Je veux vivre ça, je veux voir ce que ça fait. Je veux mourir noyé, je veux mourir dans un accident de voiture, je veux mourir foudroyé par la foudre. Voilà. Et puis, je vais expérimenter beaucoup de divorces. Et puis, 3 vies où ça va être extraordinaire. Une vie, une relation amoureuse qui dure toute notre vie et vraiment quelque chose de très beau. Et puis, je veux rencontrer Jésus. C'est parce que spirituellement, il faudra que ça me développe quelque chose. Donc, je vais vivre à cette époque-là. Mais à un moment donné où je peux le rencontrer de telle manière et ça va me chambouler. Puis je vais vivre en l'an 3025 la conquête de Mars, je dis n'importe quoi. Voilà, donc c'est une sorte de checklist comme ça, ce que je veux faire. Bon. Ça, ce serait, je caricature beaucoup, je schématise, mais on dirait un petit peu le minimum d'actions que je veux faire dans la réalité physique, donc dans l'ensemble de mes vies, qui va faire que j'ai suffisamment expérimenté la manière dont on crée, et la réalité physique permet de créer lentement, donc de comprendre le lien entre l'émotion ou l'idée initiale, la conscience, et la création. Dans notre réalité physique, il y a un délai assez long entre l'idée qu'on a au départ, je veux faire quelque chose, et la mise en place de cette action. De manière palpable, physique, là je parle vraiment de notre vie de tous les jours. Je veux faire un repas, il va falloir quand même quelques minutes, peut-être un peu plus, pour passer de j'ai l'idée du repas qui me vient en tête à je le prépare jusqu'à je le mange. Mais il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps. Je veux créer une entreprise, j'ai un projet, je vais mettre en place, là j'ai le début d'une idée, je vais créer un brevet pour créer un objet révolutionnaire qui va nous aider dans la vie de tous les jours. J'ai un concept. Peut-être que le concept, je l'ai eu par rêve, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, tout d'un coup, j'ai une idée. Entre l'idée et puis, ça va être vendu à travers le monde et je vais aider l'humanité, par exemple, ou je vais devenir riche, peu importe, vous voyez, il y a des projets qui peuvent être très différents. Eh bien, il peut se passer plusieurs années, là, du coup. Le fait de fiabiliser l'objet, la création, la chaîne de production, de mettre en place des usines, de produire des petits niveaux au début, de trouver des business angels, donc des gens qui vont financer la création, et puis petit à petit de passer à un niveau industriel, etc., etc. Je donne un exemple d'une mise en place de quelque chose qui peut prendre des années. Parce que dans cette réalité physique, nous concrètement, il y a un temps entre je pense à quelque chose et ça se met en place, alors que Seth dit que lui, il pense à quelque chose, pouf, ça vient tout de suite, il matérialise tout de suite, il crée le décor qu'il veut autour de lui, il crée ce qu'il veut autour de lui. Mais vous vous rendez compte, le bazar, si tout ce qui nous passait par la tête devenait visible, concret autour de nous. Imaginez. À chaque fois que vous pensez à quelque chose, pouf, 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 si l'objet apparaissait, eh bien, un des objectifs de ce que j'ai compris, de passer par cette réalité physique, c'est de maîtriser cette matérialisation dans nos vies, d'événements, d'objets, de quelque chose, à partir d'une idée. Eh bien, pour comprendre ça, on va passer par plein d'expérimentations différentes. Ce sont nos vies. Plein de variantes. Eh bien, si j'ai prévu une vie
dans cette vie-là, il faudra que j'expérimente le fait d'être très très pauvre, de manger très peu, et du coup, c'est là où je vais enfin prendre le goût, quelque part, de manger quelque chose de rien. Dès que je mange un petit truc, ça devient extraordinaire. Et j'en parle parce que je sais que Seth a vécu, par exemple, une vie comme ça. Je crois que c'était dans la même vie où il était une femme, peut-être plus ou moins prostituée à la rue. Elle a eu, je sais plus, 12 enfants, enfin Seth, a eu je sais plus combien d'enfants, de maris différents. Est-ce que c'était des maris d'ailleurs? Je ne sais rien. Enfin, d'hommes différents en tout cas. Et ils étaient extrêmement pauvres, et donc ils se débrouillaient entre eux, la solidarité. Et à chaque fois, quand ils disaient, voilà, on mangeait un petit quignon de pain, on se le partageait. Et jamais je n'ai autant, finalement, apprécié la nourriture, les choses simples. Alors que je crois que c'était avant. Alors, la notion de temps. Bon, voilà, là c'est compliqué, donc je vais pas aller plus loin, mais en tout cas, il a vécu d'autres vies, où il était pape notamment, il a vécu l'opulence et il mangeait ce qu'il voulait. Mais du coup, il appréciait pas autant, finalement, cette grande quantité et qualité de nourriture, que dans cette vie-là, où il était extrêmement pauvre, le moindre petit quignon de pain avait une valeur extraordinaire. Donc c'est pour vous dire que, pour comprendre, pour jouir quelque part de cette qualité de manger, de se dire mais finalement, quand je reviens dans ma vie de tous les jours, que j'ai la chance de pouvoir manger déjà. J'ai la chance de pouvoir manger tous les jours. En général, je choisis ce que je mange. C'est quelque chose de qualité. Je peux l'assaisonner, le préparer comme je veux, en fonction du temps que je souhaite mettre dedans. Et je prends le temps de manger cette nourriture que j'ai préparée, ou que j'ai acheté, ou que j'ai parce que je vais au restaurant, parce que voilà, le cadre que j'ai mis en place, c'est quelque chose qui compte dans ma vie plus ou moins, mais si ça compte, voilà, je mets en place ce que je souhaite mettre en place pour manger quelque chose qui me semble bien pour moi. Eh bien, si j'ai envie de cette vie-là, et que, pour revenir au paragraphe dans lequel on était, où justement, je ne suis pas du tout à l'écoute de mes intuitions, je fais complètement autre chose. Je voulais expérimenter une vie, donc voilà, j'étais très pauvre et tout ça. Mais finalement, j'en sors rapidement, parce que je décide de rester avec quelqu'un qui gagne de l'argent, et du coup, il me sort de la rue, et c'est seulement pendant 1 an que je vais vivre très pauvre, et après je vais m'en sortir, je vais trouver un autre métier, je vais rebondir, et finalement je vais vivre dans l'opulence, c'est-à-dire que je refais une expérimentation de vie que j'avais déjà fait. Du coup il me manque, c'est bizarre parce que là on peut se dire mais il a réussi dans la vie. La personne n'a pas vécu la pauvreté, elle a réussi à s'en sortir, parce que libre arbitre on peut, chacun dans sa vie, on peut faire ce qui nous semble bon. Mais l'entité, le moi multidimensionnel, il va se dire je voulais expérimenter la pauvreté parce que je voulais goûter la jouissance de manger même un quignon de pain. Je l'ai pas fait. Eh bien, je vais recréer une autre vie pour l'expérimenter. Parce que je veux le faire. Dans ma checklist, dans la liste des choses que je veux faire avant de passer à d'autres étapes, de quitter la réalité physique, par exemple. Là, je parle de quelque chose que je ne vois pas. Eh bien, quelque part, si j'échoue, c'est là où il y a une notion de réussite et d'échec. Là, il parle pas de ça, je vais reprendre ces mots, plutôt que trahir effectivement ce qu'il disait. Il dit, vous jouez mieux votre rôle. Si vous êtes connecté, vous jouez mieux votre rôle. Donc c'est bizarre, c'est-à-dire que ça voudrait dire que je reste dans la pauvreté parce que mon moi multidimensionnel voulait expérimenter ça. Donc finalement, c'est peut-être, intuitivement, au moment où quelqu'un va pouvoir m'aider, je vais casser la relation, je vais le trahir, je vais faire quelque chose qui va faire que il ne m'aide plus, ou finalement je vais retourner à la rue, ou finalement, je retourne dans l'idée de vie qui était prévue au départ. Donc pour être clair, j'ai toujours la possibilité d'en sortir, mais quelque part, il y a quand même un rôle à jouer. Pourquoi
parce que ça raccourcit l'expérience de mon moi multidimensionnel. Donc moi, à mon échelle, si je suis juste dans ma vie, je vais le vivre plus durement. Je reste dans la pauvreté et je considère que c'est dur et je vais en souffrir si j'ai pas une croyance particulière, une foi, une spiritualité qui fait que je vis bien pauvre. Et c'est une éventualité aussi. Je peux tout à fait avoir une démarche de vivre pauvrement et d'accepter, d'accueillir ça et de me dire que c'est le mieux que je puisse faire dans cette vie-là. Mais donc, en tout cas, je peux le vivre durement, mais comprenez bien que ce que vit la personnalité, elle, toute seule, peut ne pas être au service de ce que l'entité, le moi multidimensionnel, souhaitait expérimenter. Parce que je vais, moi, mieux vivre à court terme dans ma vie, ça va obliger, entre guillemets, l'entité à réexpérimenter, à revenir dans une vie de pauvreté. Et donc ça rallonge la liste de choses à cocher, donc l'expérimentation, avant d'évoluer. Donc ça ralentit l'évolution. Je n'ai pas osé affronter l'expérience qui m'était proposée. Ça ralentit l'expérience globale de mon entité. Et ça, c'est quand même particulier parce que là, j'ai donné un exemple plus ou moins exprès de se dire que ça peut être plus dur. Si on regarde avec un regard habituel, en se disant il y a le bien, il y a le mal dans la vie, spontanément, ça nous semble plus dur, plus compliqué de vivre à la rue au niveau des conditions physiques quotidiennes. Ça nous semble plus dur, plus aléatoire, plus imprévu, plus dangereux, et on préfère le confort intellectuellement. On préfère forcément la sécurité, les bases de la vie. Pouvoir avoir un toit, dormir, se nourrir tous les jours, savoir que demain ce sera à peu près la même chose. C'est la pyramide... je retrouve plus le mot. Bon, les bases en fait de notre vie, comment on construit notre vie, et que le bonheur, la spiritualité ne viendrait que parce qu'on a les bases, la sécurité, après les relations, etc. Je l'ai plus en tête, mais qu'on a besoin de construire quelque chose. Donc c'est contre-intuitif de se dire que globalement, de rester dans la pauvreté va aider le développement de notre entité globale. Mais c'est qu'un exemple, ça peut être exactement l'inverse. En tout cas, c'est une manière, alors peut-être très ironique, je présente les choses de manière très, très particulière, mais c'est une manière qu'on peut comprendre, en tout cas, cette manière de jouer son rôle. C'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse-là, c'est cette notion de jouer son rôle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on se pose souvent la question, est-ce que j'ai un rôle ? Est-ce que je viens, donc j'ai donc un chemin de vie, j'ai une destinée ? Oui et non. Voilà, la réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une proposition de base et le moi, moi-même finalement, puisque je ne suis rien d'autre que moi, mon moi aussi multidimensionnel, voudrait expérimenter ce que je suis en train de vivre, si j'écoute mes intuitions, et j'irai plus vite d'ailleurs. C'est ça aussi. S'il y a quelque chose qui coule dans ma vie, si je respecte un petit peu ce qui était proposé au départ, ça se passe mieux. C'est ce que j'entends des 2 derniers paragraphes. On rentre dans le rôle, pourquoi en effet. J'ai ce corps-là, il y a une raison. Je suis né dans tel contexte, il y a une raison. La raison, c'est le projet de l'entité au départ. Et si je respecte ça, il y a quelque chose qui coule en fait finalement assez facilement, qui fait que je me sens à ma place. Et peut-être que je vais plus facilement, effectivement, jouer le rôle qui était prévu au départ. Mais, ma vie n'est pas prédestinée. Je peux à n'importe quel moment, c'est le libre arbitre, je peux à n'importe quel moment, inconsciemment ou consciemment, aller vers moi ce qui me semble bien.
Donc voilà, il y a toujours ce décalage-là et ça pose beaucoup de questions. C'est un thème qui est assez compliqué à appréhender. Donc j'en avais déjà parlé dans une autre séance, je me permettais de revenir là-dessus. Voilà, mais je n'insiste plus. On va continuer sur cette phrase, parce qu'en fait c'est un paragraphe qui fait une phrase. Donc on s'était arrêté à un point-virgule. Je vais relire le début du paragraphe pour refaire le lien. Par conséquent, plus vous permettez à l'intuition et à la connaissance du moi multidimensionnel de se répandre dans le moi conscient, et mieux vous jouez votre rôle. C'est quand même très clair. Point virgule, et lorsque vous le faites, vous ajoutez à l'ensemble de cette dimension une énergie, une compréhension, une créativité nouvelle. Nouvelle est au pluriel, donc c'est l'énergie, la compréhension et la créativité. Lorsque vous le faites, que vous jouez mieux votre rôle, vous ajoutez à l'ensemble de cette dimension, donc dimension, c'est la multidimensionnelle de notre moi, donc c'est une expérimentation particulière. Le fait de faire dans cette réalité parallèle, cette réalité propre, ce que je suis en train de vivre, ce que je considère là, je suis en train de faire un guidage de lecture, j'aurais pu faire autre chose ce matin. Dans cette réalité-là, si je le fais parce que j'avais l'intuition que c'était, que ça m'est venu spontanément, j'avais envie de le faire, ça doit correspondre à ce que mon entité multidimensionnelle le souhaite, et ça va renforcer, c'est-à-dire parce que j'ai écouté une sorte d'intuition, je dis pas que c'est le cas, c'est un exemple, mais parce que j'ai écouté mon intuition, ça va renforcer l'énergie, la compréhension et la créativité dans quelque chose de nouveau. Ça redonne, ça réalimente globalement toute ma vie, la dimension de cette expérience-là. Donc c'est quelque chose qui se nourrit. Plus je me fais confiance, je le dis différemment, plus je me fais confiance dans ce que je ressens comme étant bien, même si intellectuellement j'aurais fait différemment, plus ça va m'amener à encore me faire confiance, à encore m'écouter. Et c'est normalement de cette manière-là qu'on traverse plus rapidement, c'était le début de la séance, les épreuves et les défis de nos vies, et qu'on est donc plus dans notre rôle. Les deux s'alimentent en permanence. Ce paragraphe-là, qui est une phrase que je viens de lire, j'ai passé beaucoup de temps dessus, me semble fondamental parce que c'est du concret dans la vie de tous les jours. J'ai donné différents exemples de la notion d'intuition et qu'est-ce qu'on en fait dans la vie de tous les jours. C'est vraiment... Là, on est dans quelque chose de tout le temps. Là, qu'est-ce que j'ai envie de faire là ? Eh ben, au lieu d'y aller ou au lieu de réfléchir, l'idée, ça peut être peut-être juste de fermer les yeux quelques instants, de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Là, qu'est-ce qui me motiverait ? Quelle est l'énergie là vers quoi ça me pousse ? Ou là, on me propose 3 idées de choses à faire. Quelle est celle qui me donne le plus de joie, de plaisir a priori ? Même si quand je suis en train de le faire, finalement, ce sera pas la même émotion. Mais en tout cas, avec quoi je pars au début. Pour moi, c'est ça, cette intuition, cette créativité dont parle Seth. Donc c'est du concret. Là, tout de suite, est-ce que c'est le moment ? Tiens, je vais aller manger. Tiens, j'ai envie d'aller sortir me promener. Ah ben non, est-ce que je vais travailler ? Ou est-ce que je vais regarder une vidéo ? Est-ce que... Là, mon moi interne, vers quoi il m'oriente, de quoi il me dit dont j'aurais besoin. C'est pas très français comme phrase, mais voilà. Vers quoi mon moi interne me pousse. Et ça se réalimente. Si vous suivez votre rôle, ça va vous réalimenter en énergie, en compréhension et en créativité nouvelle. Le programme est quand même plutôt sympathique. Quand je vous dis que 7, alors il faut le
à chaque fois le traduire, le mâchouiller, mais 7, ça donne quand même à la fois une vision globale, très très large, mais on peut réussir à l'appliquer dans la vie. Et d'autres auteurs, là il faut qu'on travaille avec ma compagne un petit peu là-dessus, pour vous donner au moins une liste de livres qui nous semblent intéressants. Il y en a beaucoup d'autres, avant 7 et après 7. Il y a d'autres auteurs qui, autour un peu des mêmes théories, même qu'ils ont lu 7 ou pas, peu importe, ils sont dans un mouvement de vie qui nous semble intéressant, et ils vont peut-être aborder un petit thème particulier, mais de manière très très pragmatique. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner des conseils, comment mettre en place la loi d'attraction, par exemple. Voilà, c'est comment mettre en place quelque chose dans votre vie pour que il arrive ce que vous voulez. Comment matérialiser ce que vous voulez. Donc voilà, les clés de la réussite, il y a des livres comme ça. Son nom m'échappe à nouveau, Neville Goddard, j'en ai déjà parlé. C'était le début du XXe siècle, si je me souviens bien. De manière, alors, beaucoup aussi sur la foi, il était chrétien, il me semble. Donc il parle beaucoup de la place de Dieu, mais d'une manière très nouvelle. Il parle de la force des prières. C'est une manière de mettre en place, par le vécu des émotions, de mettre en place quelque chose dans nos vies. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous parler de choses abstraites. Alors oui, forcément, pour comprendre certains éléments, il faut parler de choses un peu spirituelles et qui on a du mal à voir la retombée dans nos vies de tous les jours. Mais malgré tout, concrètement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça nous permet de vivre nos vies différemment. Dans ce qu'on fait, dans la manière dont on vit, les émotions. Et pour revenir au début de la séance où je disais on a nos croyances, est-ce qu'on croit plutôt que la vie est belle ou que la vie est dure? Eh bien, si vous pouvez passer de cette croyance que la vie est dure, on en souffre, c'est normal, à une croyance de la vie où la vie est belle, tous les jours c'est nouveau, et que ce que je vis comme expérience, c'est juste, c'est passager, et tout va changer, et qu'après la pluie, le beau temps, plutôt qu'une cuillère de merde chaque jour, vous voyez que c'est deux croyances quand même très différentes, et que qu'est-ce que vous croyez vraiment, comment votre mental fonctionne, ou vos croyances à vous, intuitives, hein, bah ça va quand même changer votre vie réellement, tous les jours, concrètement. Vous vous réveillez pas de la même manière. C'est quand même, voilà, de se lever en se disant encore une nouvelle journée à affronter, parce que la vie est dure, c'est pas la même légèreté que super, il me reste, voilà, j'ai 24 heures à expérimenter, 24 nouvelles heures de découverte de choses nouvelles. Ça n'a quand même rien à voir dès le départ, dès le matin, dès la manière dont on commence la journée, avec quelles sensations. Donc, on parle de ça, et 7, pour moi, c'est en tout cas ça qui nourrit dans ma vie. C'est pour ça que je passe du temps à lire, pour moi, hein, c'est très très égoïste. Déjà, moi, comment je le vis, qu'est-ce que ça m'apporte, et pourquoi je vous parle de 7? Parce que ça redonne du sens à plein de choses que j'avais dans ma vie avant, ça a remis de l'homogénéité, de la cohérence, et il va beaucoup plus loin. Ça te donne des pistes de réflexion, mais j'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est du concret, c'est pas, ça m'invite déjà à savoir, bah oui, comment je vais mourir, même si c'est dans des dizaines d'années. Moi, je connais des gens, dès qu'on leur parle de leur mort, ah non. Voilà, c'est un sujet tabou, on peut pas en parler. Mais tu vas mourir. À partir du moment où tu es né, tu sais que tu vas mourir. Enfin, pourquoi ne pas en parler? Ça s'inscrit dans la vie. On parle des naissances, pourquoi on parle pas de la mort? Tu vas mourir, mais c'est pas obligé d'être quelque chose de désastreux. Ben voilà, parlons un peu de ce que c'est la vie. Toutes les facettes de la vie. La mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie.
je suis biologiste, un être vivant, on peut expliquer scientifiquement la naissance, il y a tout son cycle, éventuellement il va propager la vie à sa manière, et puis à un moment donné, l'individu doit disparaître pour laisser place au reste de la population. Et cette espèce est au sein d'un écosystème, un système global, il fonctionne, il y a des interactions. On peut expliquer tout ça, on peut comprendre, même si chaque entité est unique et réagit à sa manière. Mais en tout cas, ça fait partie de la vie. La mort fait partie, c'est un cycle. Et Seth nous replace dans cette logique-là, dans cette cohérence-là, parce que pour moi, il n'y a pas de sujet tabou, c'est des expériences. Et comment est-ce qu'on en parle, comment on le vit, comment on l'appréhende. Et s'il y a des zones d'ombre dans nos vies, nos peurs, etc., ça fait des choses qui bloquent, ça fait des tensions dans notre quotidien. Ça, j'en suis persuadé aujourd'hui. Donc on cherche plutôt à pouvoir s'ouvrir à toute expérience. Et pour moi, quelque part, la spiritualité, ce serait ça. Mieux vivre au quotidien parce qu'on est ouvert à toute expérience. C'est une définition parmi d'autres. Voilà, ça peut être une idée. En tout cas, c'est ce qui me vient là tout de suite. Voilà, en tout cas, ce qui me semblait important de dire sur ces paragraphes-là aujourd'hui. Alors, on n'a pas beaucoup avancé. J'ai fini un paragraphe et j'ai lu une phrase qui fait un paragraphe entier. Mais celui-là, il me semblait vraiment important. Ça remet de la cohérence avec pas mal d'autres séances dont j'ai parlé avant. J'espère que je vous ai pas trop répété de choses que vous connaissiez déjà, soit aller trop vite sur certains points. En tout cas, mon souhait, c'est d'être le plus clair possible. Et puis, je le redis, je le répéterai jamais assez. Tout ça, c'est pour vous donner envie de lire par vous-même. Et là, je suis en train de vous donner mon interprétation du moment. Mais vraiment, sincèrement, les livres de Seth ne seront utiles que le jour où vous les ouvrirez vous, pour les lire vous, parce que vous irez comprendre les mêmes phrases que je viens de vous dire de manière complètement différente. Et c'est votre chemin qui compte, à vous. Eh bien écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, et très belle fin de journée, ou je sais pas d'où vous en êtes de votre côté. À bientôt en tout cas pour la suite de ces séances.